on est au tout début d'une vague gigantesque au sujet des NFT, de la conservation des données, de la transmissibilité. Et surtout, on voit que les gens ont compris que c'est maintenant qu'il faut comprendre ce qui se passe. On parlait beaucoup des techniques d'optimisation fiscale des GAFAM il y a quelques années. On appelle ça le double sandwich hollandais. Enfin voilà, il y avait des termes comme ça. Ça nous paraissait très compliqué à l'époque, ces montages-là, mais c'est rien à côté des boîtes comme Binance et FTX. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. En tant qu'investisseur, tu connais l'importance de bien s'informer pour prendre les meilleures décisions. C'est pas chose facile, en particulier dans l'univers crypto où les conflits d'intérêts et tentatives d'influence pullulent. On l'a vu pendant le dernier bull run. C'est donc avec un média spécialisé dans les cryptos que j'ai décidé de parler cette semaine pour partir en coulisses et comprendre comment on a une information sur ce secteur et dans quelle mesure on peut s'y fier. Grégory Raymond et Raphaël Bloch, nos invités du jour, ont justement fait le pari de créer un média Web3 indépendant, The Big Whale, qui a pour but d'accélérer la compréhension et l'adoption des technologies blockchain, crypto, NFT, metaverse. Tous deux journalistes dans la presse économique et financière, chez Capital et dans les Échos, Grégory et Raphaël sont dans la crypto depuis déjà pas mal d'années. Grégory a d'ailleurs créé le premier podcast en la matière, qui s'appelle 21 millions. Au cours de notre conversation, on verra comment un journal comme le The Big Whale assure son indépendance éditoriale et économique, ou s'informer au mieux sur les sujets crypto selon qu'on soit en bear market ou en bull market. Quelles leçons peut-on tirer de la débâcle FTX sur l'utilisation de plateformes centralisées ou décentralisées? Comment le Web3 va-t-il transformer nos usages et notre consommation des médias? C'est un épisode qui sort un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, mais qui devrait te parler si tu t'intéresses à l'évolution des crypto-actifs et à l'utilisation du Web3 dans la création de contenu notamment. Avant de démarrer, je te rappelle que si tu apprécies ce podcast, tu peux l'aider à grimper dans les classements en t'abonnant, en laissant un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ou en partageant le podcast auprès de ton entourage ou sur les réseaux sociaux. Tu peux d'ailleurs me taguer sur Instagram ou LinkedIn ou Twitter même. J'y répondrai avec plaisir. Allez, sur ce, on parle information sur les cryptoactifs et le Web3 dans les médias avec nos deux big whalers, Grégory et Raphaël. C'est parti. Grégory, Raphaël, bienvenue chez les investisseurs 4.0. Salut. Merci. Merci beaucoup d'être là. On a The Big Whale aujourd'hui, les amis, sur le podcast. Un grand honneur. Est-ce que vous pourriez peut-être, chacun de vous, vous présenter pour les gens qui peut-être que vous connaissent pas encore en fait? Moi, je m'appelle donc Grégory Raymond. Je suis journaliste depuis un peu plus de 10 ans. Je suis spécialisé à la base en économie et en technologie et je suis de façon assez rapprochée la crypto-économie depuis, on va dire, 5-6 ans. Et voilà, je suis un ancien de Capital et j'ai cofondé avec Raphaël et Dimitri The Big Whale en début d'année. Donc un média spécialisé dans le Web3. Exactement. Et donc moi, Raphaël Bloch, je suis journaliste depuis maintenant 8 ans. Je suis passé par Reuters, les Échos et plus récemment l'Express. Et comme Grégory, je travaille depuis maintenant 5-6 ans sur les sujets crypto. C'est aussi comme ça qu'on s'est rencontrés, c'est-à-dire qu'on était un peu les premiers journalistes français à suivre ces sujets en 2016-2017. Après une mûre réflexion, on s'est dit qu'il fallait absolument créer un média de référence en Europe sur les sujets qui concernent les cryptos, les NFT, enfin plus globalement le Web3. Ok, impeccable. Alors justement, je voulais peut-être un petit peu creuser votre venue sur les cryptos et votre point d'attaque et peut-être vos expériences un peu respectives. Si je peux prendre une sorte de communalité entre vous deux, c'est la presse économique, j'ai l'impression, mais savoir est-ce que vous êtes peut-être l'un et l'autre vous êtes rentrés là-dedans dans la crypto dans la même porte, de la même manière, ou est-ce qu'il y en a un qui avait plus d'affinité que l'autre? Je pense que on peut dire qu'on est rentré professionnellement en même temps pendant le bull market de 2016-2017. C'est le moment où je pense la presse traditionnelle a commencé à s'y intéresser franchement, a compris qu'il y avait vraiment un truc et que voilà, il fallait le traiter. Et donc voilà, nous on a été mobilisés par nos rédactions respectives sur ce sujet-là à l'époque et on n'a pas lâché. Mais sinon, d'un point de vue personnel, j'ai découvert vraiment le Bitcoin, cas son intérêt lors de la crise de la zone euro environ en 2014. À l'époque, il y avait eu une ponction de l'épargne des Chypriotes
donc sur leur compte bancaire. Et donc c'est là que des gens ont dit mais en fait oui, pour préserver notre épargne, il y a Bitcoin qui existe, qui est une monnaie certes très volatile, presque libertarienne, mais surtout incensurable. Donc voilà, c'est ma première rencontre avec les cryptos, ça a été à ce moment-là. Après j'ai un peu lâché et voilà, le bull market a fait que voilà, professionnellement il a fallu s'en saisir et voilà, j'ai pas lâché. Je suis tombé dans le terrier du lapin, comme on peut dire. Exactement. Non, non, mais c'est marrant que Greg effectivement parle de cet épisode parce que je m'en souviens aussi très bien. Et à l'époque, moi c'est pareil, j'ai entendu parler de Bitcoin. C'était 2014. Je me souviens, c'était un copain qui avait évoqué en fait ce que c'était. Et puis comme beaucoup, et je sais qu'on en a parlé avec Greg, c'est-à-dire que la première fois qu'on s'intéresse à Bitcoin, on comprend pas forcément tout ce que cela implique, à quel point c'est quand même un changement de paradigme. Alors bon. Il y a maintenant 8 ans, même presque 9 ans, 2014, c'est déjà loin. C'est vrai que c'est facile de dire ça maintenant qu'on voit aujourd'hui ce qui est devenu ce secteur, mais donc à l'époque c'était pas simple. Et alors moi ma première effectivement vraie expérience sur ces sujets, bah, ça a été quand je travaillais chez Reuters, parce qu'en fait moi j'ai un parcours, c'est aussi ce qui fait notre complémentarité avec Greg, c'est vrai que lui il est finance tech mais très tech, moi je suis finance tech mais plus finance. Parce que voilà, j'ai fait de la finance en fait avant, notamment en école de commerce. Et en fait, quand je travaillais chez Reuters à la couverture des marchés, c'était 2015 et là, je commençais voilà à avoir de plus en plus de papiers. Même Reuters écrivait un peu sur le sujet, mais juste pour commenter l'évolution des prix. Et puis, en arrivant aux Échos en 2016, bah, je me suis dit, bah, là, j'ai peut-être plus de latitude pour écrire sur ce sujet. Et donc voilà, j'ai écrit mes premiers papiers sur Bitcoin et puis après bah voilà, c'est devenu quasi pas quotidien parce que c'est pas évident d'écrire sur ces sujets et Greg pour aussi témoigner dans la presse traditionnelle mais voilà, on écrivait quand même très très régulièrement et là aujourd'hui on a la chance de pouvoir bah, faire exactement ce qu'on veut sur ces sujets. Et en plus, on peut aller beaucoup plus en profondeur, voilà, maintenant sur ces sujets-là, parce que même si on n'a pas oublié qu'il faut quand même parler au grand public sur ce genre de sujet, parce que le taux d'adoption, il n'est pas encore énorme, hein, donc on est aussi dans une démarche de pédagogie, d'explication, mais on est quand même donc comme je disais, sur un média spécialisé, et on peut aller beaucoup plus en profondeur dans les sujets, chose qu'on ne pouvait pas faire avant, et ce qui était normal, hein, parce que les anciens médias, enfin les médias dans lesquels on était avant, voilà, ne pouvait pas voilà rentrer dans la tech à ce point-là. C'était quoi l'approche dans les rédactions? Est-ce que vous aviez une approche commune en fait dans ces rédactions? Et alors Grégory, t'étais chez Capital et Raphaël aux Échos, c'est ça, hein? Est-ce que les deux rédactions avaient la même optique, la même façon de vouloir couvrir le sujet crypto? Et est-ce que vous dans vos rédactions respectives aviez aussi une approche similaire voilà un angle particulier que vous voulez couvrir ou que vous pouviez couvrir à l'époque? Bah, en fait, je pense que les médias on parle beaucoup du Bitcoin et des cryptos par le prisme du prix, du cours. Et c'est le côté un peu sensationnel, donc les grandes envolées et les grands crashs. Mais je trouve qu'en fait, une fois qu'on a vu ça une ou deux fois, c'est pas ça qui est le plus intéressant, c'est la philosophie qu'il y a derrière, c'est la tech, ce que ça implique en fait dans la nouvelle économie. Et moi j'avais du mal un peu à placer ce genre de sujet Capital où voilà l'angle il était surtout boursier en fait. C'est pareil, on fait pas exprès de jouer la complémentarité, hein, mais en réalité, elle est vraiment réelle. Là-dessus, moi, j'aime bien dire que Greg est plutôt le good cop et moi le bad cop quand il s'agit de parler de la presse traditionnelle. Pourquoi? Parce que on a tous les deux eu la chance, franchement, de travailler dans de très belles rédacs. Je veux dire, Capital, c'est une très belle rédac. Les Échos et plus récemment l'Express, ce sont aussi de très belles rédacs. Après, pour parler plus précisément des Échos, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que quand on parle de tout ce qui est Web3, crypto, on est sur des technologies qui viennent aussi un peu bouleverser l'ordre économique existant. Et donc, ça vient percuter, j'allais dire, des certitudes qu'on retrouve même au sein des rédactions sur le caractère incontournable des banques, sur les systèmes de paiement qu'on ne peut pas transformer. Et donc, c'est vrai que quand on arrive et qu'on veut évoquer ces sujets, on n'est pas censuré, je veux dire, on travaille librement. Mais par contre, on peut se heurter à quelques résistances. Par exemple, on voit régulièrement que quand il y a des crashs sur les marchés, bon là, on va trouver des grosses unes sur la fin des cryptos. Il y a même un indicateur qui existe qui dit voilà, la mort du Bitcoin a été annoncée 700 fois depuis sa création. Donc voilà, c'est quelque chose qui est normal, c'est-à-dire que par définition, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les pouvoirs en place
ont toujours la certitude d'incarner en fait la situation actuelle, d'être la solution. Donc c'était bien normal que la presse reflète, notamment la presse dominante reflète ces situations. Et nous, effectivement, on s'est lancé parce que on n'était pas totalement satisfait par l'approche des médias mainstream, et en plus, on avait en face des médias entre guillemets spécialisés, mais pas tenus par des journalistes professionnels comme nous. C'est vrai que enfin, je rejoins aussi d'un point de vue consommateur, hein, pour ma part, quand je lisais, voilà, quand on lit la presse traditionnelle, c'est vrai qu'on a quand même tendance que, ouais, voilà, c'est vraiment le cours, l'actif, quand c'est en boule, ça explose, quand c'est vraiment tout le sensationnalisme. D'ailleurs, enfin, effectivement, je me demande jusqu'à où ça va aller, si à un moment ça va changer, mais j'imagine que c'est ça qui vous a donné envie de créer The Big Whale. Et qu'est-ce que The Big Whale? Alors vous l'affichez comme un média Web3 indépendant, décentralisé. Qu'est-ce que c'est et pourquoi voilà vous avez créé ce journal en fait? Alors, on n'est pas encore totalement décentralisé. C'est le projet. D'accord. Décentraliser un média, c'est un gros défi. Ça va pas se faire comme ça en 2 jours et on va aller pas à pas. On commence à s'appuyer sur une communauté. D'ailleurs, récemment, on a lancé nos NFT et certains NFT, donc on appelle des NFT fondateurs, qui sont envoyés à des gens qui nous soutiennent quand même depuis le début et même financièrement. Ces gens-là vont être au cœur du développement du média et voilà, la décentralisation va s'exercer comme ça. Mais par rapport à ce qu'on disait juste précédemment, nous on parle très peu des cours, par exemple, dans The Big Well. On accorde plus d'importance au temps long, parce que les cours, c'est valable un jour et le lendemain, on peut jeter à la poubelle. Nous on s'accorde vraiment à rentrer en profondeur sur le sujet. Et typiquement sur, parce que c'est la question qu'on nous pose pas à chaque fois, mais sur pourquoi The Big Whale. Enfin, je veux dire, pourquoi ce nom. Ouais, c'est vrai. Il y a pas mal, non, mais c'est qu'il y a pas mal d'explications et l'une d'elles, pour rebondir sur ce que dit Greg, qui est effectivement vraiment ce qui nous anime au quotidien, c'est que tu prends l'océan. Bon, pour nous, les cours, c'est un peu la surface de l'océan, c'est-à-dire que c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on perçoit. Et The Big Whale, c'est un peu une référence à la profondeur de l'océan et à l'écosystème. C'est-à-dire que nous, ce sur quoi on bosse énormément, ce sont les projets qui se développent. Aussi, les projets qui se développent moins, c'est l'écosystème, les utilisateurs, les investisseurs. Enfin voilà, c'est tout ça qu'on chronique chaque semaine et en fait c'est là où il y a de la vraie valeur. C'est vrai que commenter au quotidien les cours, c'est sympa, il y en a qui le font, chouette, mais nous on apporte vraiment quelque chose en permettant aux gens de comprendre ce qui se passe et en fait comprendre le monde dans lequel on vivra dans quelques années. Et notre parti pris aussi, c'est que le prix au final n'est pas important, c'est juste une donnée parmi d'autres. Et ce qui est intéressant dans l'écosystème Web3, c'est le côté révolutionnaire que ça a sur les usages, sur la souveraineté de la technologie. Donc finalement le prix, voilà, c'est pas très important. Sur ce point, c'est vrai que derrière on peut se dire alors attendez, si le prix c'est pas important, à la limite pourquoi investir? En fait, là où Greg souligne un point très important, c'est que il y a de la valeur à créer mais sur le long terme. En fait, la véritable erreur, c'est de faire du day to day. C'est-à-dire que en fait, c'est une activité de trader. C'est-à-dire que si effectivement on est trader, comme sur les marchés actions, on a son setup, ses écrans, et puis on va faire des opérations à la minute. Ce qui est très intéressant, c'est de voir en fait les dizaines de milliers, centaines de milliers de personnes, voire des millions en Europe, qui ont intérêt à investir, mais pas pour faire des opérations au quotidien. C'est pour se dire, ok, j'ai compris tel projet, je vais investir au même titre que des gens investissent dans telle entreprise, mais pas pour faire des allers-retours. C'est pour se dire, ok, cette entreprise, elle va développer, je sais pas moi, elle va développer dans l'industrie du renouvelable. Ça vaut le coup, j'y crois à 10 ans, je vais investir là-dedans. Complètement. Il y a aussi une donnée, c'est que si on parlait des cours constamment, en bull market forcément on aurait plein de lecteurs et il y en aurait plus du tout en bear market. Et nous on essaye de construire une communauté de lecteurs fidèles, donc des gens qui sont là, peu importe en fait les conditions de marché. Ouais, non, mais ce qui est complètement vertueux. Et moi j'essaie de faire un peu pareil aussi avec le podcast, de comprendre en bear pour pas s'affoler en boule, quoi. En fait, parce que psychologiquement aussi c'est compliqué en tant qu'investisseur quand t'as des prix qui flambent. T'es beau de raisonner, voilà, tu pètes les plombs un peu. Enfin, le gros enjeu aussi, effectivement, pour être indépendant, ça c'est le côté indépendant. Quoi, je voulais vous emmener aussi là-dessus parce que c'est un truc qui vous tient à cœur. Comment est-ce que dans un secteur aussi peu mature qu'est le secteur des cryptos et avec toutes les tentations un petit peu des projets ou autres intervenants d'essayer d'attirer l'attention sur soi, etc. Comment dans ce contexte-là on arrive à être indépendant
Et voilà, enfin en gros si vous pouvez commenter là-dessus, c'est pour un journal, un média comme The Big Whale. C'est peut-être, enfin c'est compliqué parce il y a plein de sujets sur lesquels on a envie de dire c'est la question fondamentale, mais clairement ça fait partie des questions essentielles. Et ce qu'on a beaucoup challengé avant de se lancer, donc avec Greg et Dimitri, c'est de savoir comment effectivement dans un écosystème où il y a, faut être honnête, autant d'argent et c'est ce qu'on n'arrête pas de dire avec Greg, on est autant sollicité par des projets qui nous disent on vous paye et vous allez parler de tel ou tel projet. Bah, il faut déjà réussir à résister à la tentation. Bon, l'avantage, c'est que, en fait, on aime tellement notre métier et on a tellement à cœur de faire un travail sérieux et aussi parce que la communauté nous le rend bien que on a évidemment écarté d'emblée cette idée. Et puis après, se pose la question de savoir, justement, comment on bâtit financièrement sur la durée un média indépendant. C'est tout bêtement, en fait, en faisant payer les abonnés. Ça peut paraître, un peu simple, mais en réalité, c'est le cœur du sujet. Faire comprendre aux gens que tout ce que l'on fait au quotidien avec Greg et l'équipe, ça a de la valeur, ce qu'on a un peu perdu de vue dans les médias, parce que quand vous êtes abonné à The Big Whale, que ce soit alors on a plusieurs formules, hein. Aujourd'hui on a une formule gratuite, une formule payante, on vous fait à la fois gagner du temps, vous avez des infos qui sont à chaque fois sourcées, recoupées, et on essaye vraiment de fournir à la fois l'essentiel de ce qu'il faut savoir dans l'actu et aussi des infos exclusives, faire des interviews, des reportages. Donc voilà, c'est ça. Après, ça prend du temps de bâtir cette indépendance. On a effectivement des abonnés à vie, donc qui ont le NFT fondateur. On a aussi annoncé, ça on va communiquer, on a quand même fait une levée de fonds. Donc on communiquera dans les semaines qui viennent, parce qu'on est en train de boucler ça auprès d'Invest. On s'est organisé évidemment pour sanctuariser la partie éditoriale. Parce que un média indépendant implique en fait d'avoir une rédaction qui est totalement indépendante. C'est ce qui se fait dans les médias traditionnels. Et nous, c'est ce qu'on met en place. Et moi, je rajouterais une donnée personnelle. Moi, je viens d'un groupe qui s'est fait racheter par Vivendi, donc Vincent Bolloré. Et donc, la notion d'indépendance de la rédaction, c'est quelque chose qui m'est extrêmement cher. C'est vraiment, il faut vraiment maintenir, on va dire, une sorte de muraille de Chine entre la rédaction et les intérêts financiers. Tu vois, éventuellement d'actionnaires ou quoi que ce soit. Et la rédaction décide tout. Et ça c'est effectivement possible. Enfin, dans la presse traditionnelle notamment. Donc, tu avais toute liberté de parler de sujets que tu voulais. T'avais pas de pression. Tu sentais pas de pression de la part de Vivendi. Non, moi, j'ai jamais senti de pression personnellement, mais j'ai vu des collègues, oui. Presse traditionnelle, elle est souvent confrontée plutôt à de l'autocensure. En fait, on a peur de déplaire à l'actionnaire, ce genre de choses. Du coup, on va pas dire les choses. Et ça, pour moi, c'est le plus gros problème. Et là, voilà, on a créé notre média. Du coup, on est totalement indépendant et c'est nous qui avons le final cut. Donc, c'est une grande liberté. Exactement. Et ce qu'il faut vraiment avoir en tête, parce que voilà, avec Greg, on a bossé en fait dans des médias qui sont la propriété de grands groupes. Ça va être Bolloré, moi j'étais Bernard Arnault, Alain Veil à l'Express. Enfin, je veux dire, ce sont encore une fois des super équipes. Il y a chaque fois des grands journalistes. Le seul sujet, c'est que voilà, ce média est la propriété de grands groupes. Donc en fait, le but n'est pas d'être vraiment indépendant financièrement, dans le sens où quand vous êtes dépendant de gens qui ont beaucoup d'argent, les objectifs financiers en fait ne vous mettent pas trop sous pression. Enfin, je veux dire, si jamais il y a besoin d'avoir plus d'argent, vous aurez plus d'argent. En revanche, nous, là, on est dans la position où on est des chefs d'entreprise, on a notre entreprise, et notre obsession, c'est tout bêtement de dégager des revenus pour justement alimenter et nourrir cette indépendance. Et c'est vrai que quand on nous pose la question, parce que donc on avait annoncé, on a même fait une soirée pour notre levée de fonds, qu'on va bientôt officialiser. Là, pour le coup, c'est non pas pour se diluer ou être acheté, mais c'est pour accélérer la croissance et justement pérenniser The Big Whale, parce qu'en fait, c'est un défi colossal qui nous attend de se développer éditorialement et aussi technologiquement. Et je rajouterais aussi que dans notre pacte d'actionnaires, il y a explicitement inscrit que la rédaction est indépendante et que les actionnaires ne peuvent pas intervenir. Ah, maintenant, moi, je voulais vous emmener un petit peu pour aider un peu les investisseurs aussi qui veulent justement être dans cette initiative de comprendre un peu mieux, de choper les informations qui sont pertinentes.
parce que c'est un petit peu ce que vous faites au quotidien, j'imagine, et c'est un secteur effectivement sur lequel il y a énormément d'informations, il y a énormément de plateformes également, et je veux savoir de votre point de vue en fait comment est-ce que vous arrivez à peut-être chercher faire la part des choses entre les informations qui sont pertinentes et les autres qui sont plus des tentatives d'influence, marketing, etc. Comment vous dans votre setup fonctionnez quoi pour ça? Vaste question. Enfin, je pense qu'on peut. Ma réponse va peut-être te décevoir, mais en fait, on bosse depuis quand même suffisamment longtemps et professionnellement, en fait, on arrive à ressentir ce genre de choses. Hein. Effectivement, là-dessus, et c'est aussi ce qui fait notre légitimité, c'est que on n'est pas des perdreaux de l'année, quoi. C'est-à-dire que quand vous êtes à bosser sur ce sujet depuis 2016, enfin, c'est-à-dire qu'il faut bien avoir en tête, c'est que 6 ans, ça paraît peu et c'est peu, mais à l'échelle de l'histoire des cryptos, c'est juste gigantesque. Et donc effectivement, on a un super réseau, on connaît quasiment tous les acteurs du secteur. Et donc une fois qu'on baigne aussi bien dans cet océan du Web3, à la fois en France et même en Europe, on commence à avoir de très bons contacts parce que on est quand même aussi vraiment un média européen. Alors c'est pareil, ça faut qu'on le développe, qu'on soit plus présent à l'étranger. On a vraiment cet ADN. Bah derrière, c'est très facile de savoir ce que vaut un projet, quoi l'équipe est intéressante, par qui le projet est soutenu, est-ce qu'il a de l'attraction. Et là-dessus, avec Greg, on a très vite, enfin, ce qu'on appelle des red flags, quoi. On voit ce qui est bien ou ce qui est pas top. Et ça va jouer principalement sur le use case, la gouvernance ou la tokenomics. C'est quoi ce qui vous arrête le plus Ah, il y a plein de choses, hein, tous ces éléments, mais comme disait Raph, oui, l'équipe, l'expérience de l'équipe, est-ce que c'est des gens qui sont déjà connus, qui ont déjà une expérience, qui ont déjà fait des choses. Oui, les tokenomics, oui, c'est important. La puissance de la communauté. Et tu vois, ça, c'était hyper important de faire ces analyses-là quand il y avait beaucoup d'ICO. Là, aujourd'hui, il y en a moins. Ouais. Les ICO, peut-être pour certains, peut-être sauront ce que c'est et pas forcément tous les autres. Donc, ce sont les Initial Coin Offering. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on a vu littéralement exploser il y a quelques années, enfin pendant le précédent donc bull market, avec des projets très intéressants parce que donc en fait c'est un projet qui va émettre des jetons et puis les gens, enfin c'est une sorte d'appel public à l'épargne, mais dans la sphère crypto. Donc voilà, les gens vont acheter des jetons. Il y a certains projets qui ont très bien marché parce que, comme l'a dit Greg, bonne équipe, bon use case. Et puis il y en a d'autres, malheureusement beaucoup trop, où les gens ont acheté un jeton avec de belles promesses. Ça s'est très mal fini. Mais après, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour donner des conseils d'investissement. Par contre, notre conviction, c'est que quand on nous lit et quand on lit nos analyses sur les projets, des choses comme ça, en fait, on se fait aussi quand même une idée assez claire sur un projet. Donc on va pas dire s'il faut investir ou pas, mais simplement on comprend que le projet, l'équipe, en fait dans ce qu'on écrit, est plutôt solide ou alors présente quelques faiblesses. Ce qui est compliqué quand même, c'est que parfois tu as des projets où on conviendrait qui sont sur le papier très bien, qui ont un use case, voilà tout fonctionne bien, et il y a juste simplement pas la hype et ça décolle pas, et donc on n'a pas la validation en tant que chercheur de valeur ou journaliste dans votre cas du marché de notre analyse en fait, et pour autant c'est pas que le projet est pourri, c'est juste que les gens soit le comprennent pas, soit c'est pas le bon moment, donc comment vous gérez ça? Ouais, après c'est toute la stratégie d'une boîte aussi de lancer son projet dans certaines conditions de marché, quoi. Mais je trouve que on voit énormément de scams en fait quand tout va bien dans les bull market là, il y a vraiment à boire et à manger, quoi. Et je trouve que les projets qui se lancent en bear market quand c'est plus calme, c'est souvent des projets plus solides. Par exemple, bon, Sorare n'a jamais fait d'ICO, mais Sorare a buildé vraiment pendant le précédent bear market. Et je trouve que c'est un bon exemple. Ah ouais, totalement, totalement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en ce moment il y a pas mal de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à raconter parce que on sait que c'est maintenant là, dans les 12 mois qui viennent, que beaucoup de projets dont on va beaucoup parler dans les 2-3 ans qui viennent, en fait, vont se développer ou vont même peut-être se créer. Et si on est, tu vois, si on était un peu taquin, nous-mêmes, on s'est lancé en avril. Et notre conviction, c'est que, en se lançant dans une période de bear market qui est très dure, où il faut, ce qu'on aime bien répéter en interne, faut être frugaux, c'est-à-dire on fait attention, on regarde, voilà, ce qu'on développe, pourquoi on le fait.
bah c'est là où les projets les plus solides en fait sortiront. Et c'est vrai que bah on le voit autour de nous, il y a pas mal de boîtes qui sont pas forcément en grande difficulté, mais qui ne sont pas du tout dans la même situation qu'il y a 1 ou 2 ans, mais parce que elles n'ont pas forcément le business solide pour résister. Et dans les red flags que vous mentionnez, en fait, il y a des choses que vous avez vu venir justement sur cet éclatement du bull, en fait. Est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels vous sentiez déjà que c'était pas bon? Enfin, c'est facile à dire après, mais s'il y a des, des trucs. Enfin, a posteriori, c'est plus facile d'avoir une analyse, quoi, mais franchement, quand les choses se passent, de toute façon, enfin, ce qu'on peut dire, c'est que il y a toujours un événement qui fait que ça symbolise un top de marché. Et après, voilà, il y a plein de drames. Moi, je dirais que le top de marché du précédent bull market, c'était l'introduction en bourse de Coinbase. C'était un symbole énorme. C'était le moment aussi Au printemps 2021. les plateformes commençaient à sponsoriser des salles de spectacle aux États-Unis, des équipes de sport. Enfin voilà, La F1. exactement. Ouais, c'était crypto everywhere, quoi. Et en 2017, le top de marché, c'était le lancement des contrats à terme sur le CME de Chicago, donc qui était vraiment l'entrée dans la cour des grands du Bitcoin dans la finance. Donc voilà, il s'est passé ça, quoi. Et après, après, c'est vrai, comment dire, ça a dégringolé, quoi. Mais là où le bear market s'est vraiment confirmé, là, le dernier, c'est l'éclatement de l'écosystème Terra Luna. Là, par contre, il y a pas eu vraiment ce genre de choses en 2018. Et là, c'est dramatique et on voit encore les conséquences avec FTX. On sait pas jusqu'où ça va aller, quoi. Mais en tout cas, la capitulation se fait vraiment dans le sang là, pour ce cycle-là. Ouais. Non, mais c'est clair. Je partage totalement juste le point de vue de Greg. Simplement, peut-être quand même fin 2021, et d'ailleurs on en parlait déjà ensemble, on savait que bon, faut quand même juste avoir un chiffre en tête, hein. Avant le début du Covid, donc début 2020, marché des cryptos, c'est à peu près 250-300 milliards de dollars. Il y a 1 an pile, on est monté à 3000 milliards, c'est-à-dire qu'on a fait x10 en l'espace de 2 ans. Donc évidemment, on sait que sur les autres marchés, ça a pas mal progressé, mais là, c'était sans commune mesure avec ce qu'on observait ailleurs. Donc, on savait que ça ne pourrait pas continuer de monter ou même se maintenir à ce niveau. C'est-à-dire quand il y a autant d'argent, il faut quand même qu'il y ait une purge, parce qu'il y avait aussi plein de projets débiles. Et effectivement, comme l'a dit Greg, on attendait l'espèce d'aiguille quoi qui allait faire sauter le truc. Ça a été Terra Luna, même s'il y avait en plus, mais ça c'est un élément davantage macro, on savait que les banques centrales allaient à un moment donné. Bon, est-ce qu'on le fait en 2022? Est-ce qu'on le fait en 2023? Ce qui est sûr, c'est que elles devaient resserrer leur politique monétaire, et donc on savait aussi que ça allait un peu calmer les marchés crypto. Bon, patatras, Terra Luna a, j'allais dire, purgé une bonne partie, et puis après il y a eu Celsius, et puis là FTX, c'est un peu le pompon. Mais bon, on n'est pas encore sorti de l'ornière. L'histoire des taux, c'est hyper intéressant parce que Bitcoin a les caractéristiques d'une valeur refuge, hein, la limite des 21 millions, tout ça. Mais en fait là, pendant ce précédent bull market, il s'est comporté comme un S&P 500 sous stéroïdes et en fait très dépendant des actifs à risque. Donc il a montré que ce n'était pas une valeur refuge, au moins à court terme. Au moins il en a toutes les caractéristiques comme je disais. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de déceptions de la part de la communauté. Et d'ailleurs c'est marrant, tu sais, à chaque fois qu'il y a tu sais un rendez-vous de la Fed qui va annoncer ses taux et tout, toute la communauté crypto regarde ça comme si c'était tu vois une conférence de presse de Vitalik Buterin, un truc comme ça. Donc tu vois, il y a quand même un côté rigolo dans le fait parce que tu vois, c'est censé être l'ennemi de la finance traditionnelle, hein, le Bitcoin, mais en fait c'est là pour l'instant il en fait totalement partie. Ça, à mon avis ça changera, mais c'est assez marrant de constater ça. C'est vrai qu'il y a un mélange du coup parce que à la base le Bitcoiner c'était un peu justement celui qui était un peu anti-système, tu vois, et qui voyait l'effondrement, l'effondrement du marché traditionnel à la faveur enfin de la souveraineté de chacun, etc. Et oui, effectivement, maintenant, ça a peut-être amené des gens à une culture économique, une certaine culture économique et monétaire qu'il avait pas avant. Mais Non, c'est qu'après, c'est vrai qu'on est juste un peu loin de l'esprit cypherpunk, quoi. Mais c'est ce qui est beau, je trouve, parce que le Bitcoin en fait appartient à tout le monde. C'est une monnaie publique, pas dans le sens détenue dans l'État, mais voilà, qui appartient à tout le monde. Donc il y a les cypherpunks, certes, c'est eux qui ont commencé avec, mais maintenant il y a les financiers, il y a Wall Street, il y a tout ça, et c'est une monnaie libre, donc par définition tout le monde peut l'utiliser. Pour s'informer sur la crypto, c'est Twitter le principal plateforme qu'il faut regarder. The Big Whale. The Big Whale. Pardon. Évidemment. Twitter est assez important dans l'écosystème parce que les porteurs de projets, notamment, sont souvent des personnalités actives sur Twitter.
Les communautés, ouais, fonctionnent pas mal dessus. Après, les Discord sont importants aussi. Là, par contre, c'est plutôt pour des gens qui veulent de l'information avec un très haut niveau technique. Mais oui, sur Twitter, il y a beaucoup de choses. Mais après, voilà, ça, comme pour beaucoup de secteurs, il faut se déplacer dans les événements, parler aux gens, et c'est ce qu'on fait nous aussi, quoi. Il y a une vraie différence, justement, vous notez la différence entre être sur Twitter tout simplement et aller vraiment rencontrer les gens? Parce que j'ai l'impression que Twitter, c'est vraiment, il y a tout et n'importe quoi aussi, donc c'est difficile. C'est pas pareil dans le sens où quand on noue une relation avec une source, quand on la connaît bien, quand on l'a vue en vrai, il y a quelque chose qui se crée. Et disons que sur Twitter, voilà, quelqu'un qu'on va contacter qui nous connaît pas, tu vois, va jamais dévoiler des secrets, par exemple. Donc c'est important de sentir les gens. C'est du journalisme traditionnel, on réinvente rien. Nous, on a un rôle un peu hybride dans le sens où c'est vrai que quand on va sur un événement, quand on se rend à des conférences, ce qu'on veut, on y va comme journaliste. Donc c'est vrai que on a aussi, de par notre rôle, la possibilité de poser des questions. C'est-à-dire qu'on n'agit pas en tant que Grégory Raymond ou Raphaël Bloch, on représente The Big Whale. Donc on a une position un peu hybride. Après, quand on est un particulier qu'on veut investir sur ces sujets, se baser exclusivement sur des sources via Twitter, choses comme ça, il y a des choses exceptionnelles. Il y a aussi grand n'importe quoi. C'est aussi pour ça que nous on a voulu créer un média de référence sur ces sujets. C'est pour apporter des sources super fiables et que les gens ne soient pas. Enfin, encore une fois, ça vient aussi de ce qu'on a entendu autour de nous depuis des années. Il y a des gens qui disent OK, je m'intéresse à ça, mais je sais pas quoi lire. Tiens, tu penses quoi de ce... Et on dit ouais, c'est pas mal pour peut-être commencer à comprendre, mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir quelques notions, mais après, quand ça devient sérieux, une information qualifiée parce qu'elle est recoupée, sourcée, ça a vraiment de la valeur. Enfin, c'est-à-dire que et les gens savent très bien, les gens qui investissent, ils investissent pas parce qu'ils ont lu un commentaire sur Twitter. Enfin, je veux dire, personne ne va mettre de l'argent dans telle ou telle entreprise européenne parce qu'il a vu quelqu'un qui dit ouais c'est super. Il va lire des publications de référence, des médias réputés. Et enfin voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment cette culture qu'il faut un petit peu faire passer dans l'écosystème Web3. Et sur Twitter, il faut se méfier parce qu'il y a beaucoup de gens qui soutiennent des projets et donc qui vont en parler, mais avec beaucoup d'idéologie. Ils l'affichent pas forcément. Du coup, il y a des conflits d'intérêts. Donc c'est pour ça qu'on a besoin des médias qui travaillent avec une grande neutralité, une grande objectivité, quoi. Ils sont pas payés. Ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment recoupé finalement les sources en fait. Peut-être un point d'entrée sur Twitter, mais après aller dans le Discord du projet, voir l'expérience de l'équipe dirigeante et tout ça quoi. Ouais, carrément. Mais ouais. Et c'est vrai que c'est ce qu'on dit à chaque fois. Il faut lire les médias parce que mine de rien, ça prend du temps. C'est-à-dire que nous, tout le boulot qu'on fait, ça occupe nos journées. Et donc c'est là où, quand on disait au début, on fait gagner du temps et de l'argent, c'est parce que on fait du travail d'investigation, des reportages pour permettre aux gens de comprendre ce qui se passe. Mais après, ce qu'on dit aussi à chaque fois dans l'écosystème, c'est Dior, c'est do your own research, c'est-à-dire faut pas uniquement se baser sur ce que vous lirez dans la presse ou ce que vous lirez de la part d'un analyste. Effectivement, que tu dis très bien, il faut croiser et se faire une conviction. Mais en tout cas, il faut aussi l'alimenter avec des faits et les médias sont là pour ça. Dans un court instant, on parle de l'interview que Sam, le patron de FCX, a accordé à The Big Whale quelques semaines avant de planter des millions de déposants, de la quantité de crypto que Grégory et Raphaël possèdent et des moyens qu'ils se donnent pour décentraliser à terme leurs médias. À tout de suite. C'est à peu près ce que j'imaginais pour, on va dire, cibler les informations. C'est vrai que c'est un secteur, encore une fois, qui est assez jeune. Donc, je pensais notamment, vous aviez eu Sam Bankman-Fried de FTX comme beaucoup, parce qu'il est très bavard, même après avoir planté des milliers des millions de déposants. On l'a eu avant. Ouais, voilà, bon, bien sûr. Avant, on est la dernière interview qu'il a donnée avant. Vous pouvez expliquer le contexte d'ailleurs, enfin, et comment vous le voyez au regard de ce qui s'est révélé quelques semaines après. C'est un grand manipulateur. Nous, notre interview, elle se concentrait vraiment sur FTX, sur le développement de la boîte. Donc c'est pour ça qu'on l'a beaucoup interrogé là-dessus. Mais je pense qu'on a été témoin d'un moment historique, en fait, parce que tout s'est accéléré. On a pu notre rencontre avec lui, c'était quoi? C'était 3 semaines avant
Hmm. avant le Non, drame, hein. effectivement, on a pas mal débriefé la séquence en se disant est-ce qu'on n'a pas vécu enfin quelque chose de presque surréaliste et juste quand même pour se remettre un peu dans le contexte et là-dessus on l'a expliqué, hein, c'est franchement une faillite collective des investisseurs, des régulateurs, ça concerne aussi les médias, même les utilisateurs, hein, certains qui n'étaient pas spécialement et c'est terrible pour eux, mais ils ont laissé trop d'argent. Enfin, on laisse pas autant d'argent sur une plateforme quand on connaît les risques. Mais bref, il y a encore 2 mois, SBF était reçu à Washington, sachant que son entreprise, enfin la partie américaine, est régulée aux États-Unis. Les États-Unis rigolent pas là-dessus. Il était reçu à Washington pour parler de la régulation. Enfin, c'était vraiment la personnalité montante depuis des mois dans l'écosystème. Il était en train de racheter, on l'a beaucoup écrit avec Greg, racheter des entreprises du secteur. Enfin, il était devenu incontournable. Donc pour nous, il était plus que légitime de l'avoir en interview et de lui poser les questions qu'on se pose, surtout en Europe, parce qu'on savait qu'il avait des ambitions, qu'il avait l'intention d'arriver en Europe. Et donc on lui a posé ces questions, on lui a posé des questions sur la situation financière des FTX. Il a fait les mêmes réponses qu'il fait depuis des mois, sauf que on sait désormais ce qu'il y avait derrière, on sait ce qui s'est passé, et donc depuis on écrit sur le sujet. Mais effectivement, c'est pas simple dans cet écosystème parce qu'il n'y a pas encore des standards, enfin tout n'est pas encore très organisé. C'est-à-dire que on en parlait encore ce matin ensemble avec Greg parce que voilà, on a des infos sur quelques plateformes, enfin on va sortir des choses dans les jours qui viennent. Au niveau de l'audit, c'est pas encore très stable. Pareil dans les cabinets d'avocats, pour les banques. Enfin, c'est tout un écosystème qui doit se structurer. Et donc, vous avez des acteurs qui arrivent. En 2 ans, ils deviennent des géants. Et derrière, quand vous demandez des informations supplémentaires, vous avez des choses qui peuvent répondre à vos questions, mais en même temps, vous vous dites, ok, c'est pas hyper clair, mais ils disent, oui, mais parce qu'on a grandi très vite et c'est le Web 3. Donc derrière, c'est difficile de trouver le bon équilibre. Mais clairement, c'est une sacrée piqûre, enfin une grosse piqûre de rappel quoi, ce qui s'est passé. Et je rajouterai quelque chose par rapport aux projets inconnus qui viennent à peine d'émerger dans le Web3. Souvent, la règle, c'est d'être sceptique par rapport à ces projets jusqu'à la preuve du contraire. Je pense que l'exemple de FTX montre que les plus gros projets aussi, il faut les manier avec beaucoup de scepticisme. Ouais, parce que si on regarde un peu en arrière, on essaie de faire la leçon. Enfin, c'était difficile de voir des signaux qui auraient pu prévoir, voilà, ce qui est arrivé, quoi. Alors, c'est vrai, je vais même aller plus loin. Ça fait des mois, si ce n'est des années, qu'on dit la même chose de Binance. Oui. Non, non, mais c'est juste Ouais. parce que nous, c'est un truc qu'on tourne depuis des semaines dans tous les sens. Il y a la même chose sur Binance, il y a la même chose sur d'autres plateformes. Bon, nous, on pose les questions à Binance, on a des réponses. On n'a pas encore réussi à rentrer dans les ordinateurs parce que c'est pas notre rôle, on n'est pas des hackers dans les ordinateurs de Binance, donc on n'a pas accès à tout. Mais c'est toute la difficulté de l'exercice, c'est-à-dire que peut-être que dans 6 mois, et j'espère, on refera un podcast et ça sera ah ouais mais Binance, on fait notre boulot, mais derrière, c'est aussi le boulot des régulateurs, c'est aussi le boulot des investisseurs. C'est-à-dire que on n'est pas des justiciers, on n'est pas des policiers. Nous, on raconte ce qui se passe, on enquête, mais on n'a pas des pouvoirs de police. Donc, on peut pas requérir tel ou tel document. Et c'est quand même ça aussi. J'allais dire qu'à l'inverse, on doit comprendre par rapport à notre métier. Donc oui, il y avait des faisceaux, mais encore une fois, il y en a sur Binance et là, avec Greg, on ne pourrait pas écrire que Binance va exploser et sauter comme un bouchon de champagne. Il y a quand même quelque chose qu'on constate, notamment sur les cas de FTX et Binance, c'est que c'est des groupes qui ont des centaines de filiales, de succursales. On parlait beaucoup des techniques d'optimisation fiscale des GAFAM il y a quelques années. On appelle ça le double sandwich hollandais. Enfin voilà, il y avait des termes comme ça. Ça nous paraissait très compliqué à l'époque, ces montages-là, mais c'est rien à côté des boîtes comme Binance et FTX. Je dis pas que c'est illégal, hein, mais en tout cas, il y a une volonté manifeste de brouiller les pistes. Et ce genre de choses, voilà, il faut enquêter dessus, je pense. Et les régulateurs, mais les médias aussi, mais voilà, tout le monde doit se questionner sur le sens de ça, parce que eux, de leur côté, ils disent, bon, un peu moins aujourd'hui, mais on est une société décentralisée, on n'appartient à aucun pays, c'est ça le Web 3. Bon, c'est aussi c'est aussi une manière d'échapper à la régulation aussi. Donc il faut absolument être vigilant. Ouais, c'est clair, t'as totalement raison, Greg. Et après, je mettrais juste, entre guillemets, un bémol, mais parce que nous, on l'a vécu en direct, c'est que paradoxalement, ces structures ont aussi un peu été, alors après tout se discute, hein, peut-être aussi été un peu provoquées par, j'allais dire, la lenteur du législateur à mettre en place des règles claires. Et donc, nous, on le voit, il y a beaucoup d'entreprises qui
qui sont allés se mettre aux îles Vierges, aux Bahamas, et puis alors derrière, c'est du grand n'importe quoi parce que on ne peut pas avoir en trésorerie les tokens, on peut pas avoir en trésorerie des cryptos. Donc c'est-à-dire que il y a effectivement des structures qui posent de vraies questions, mais il y a aussi des entreprises qui se sont structurées ainsi parce que aucune juridiction, notamment en Europe ou autre, ne les acceptait. Donc en fait, ils disent attendez, donc nous on a envie de faire ça chez vous. Ouais, mais non, mais ça marche pas. Ah, ok, d'accord. Et donc dans ces cas-là, on sait qu'ils vont aller s'installer dans les endroits où on est les moins regardants, ce qui pose aussi problème. Hein, je veux dire, mais voilà, c'est simplement juste aussi avoir en tête cette chose, c'est qu'il y a 4-5 ans, nous on l'a bien vécu en France et ça reste encore compliqué pour les entreprises du secteur. Mais ouais, t'as tout à fait raison. Moi, je pense à certains projets qui sont partis s'installer aux îles Vierges britanniques parce que la régulation n'était pas encore bien définie en Europe et en fait, ils avaient peur qu'à un moment, le régulateur intervienne et leur prenne tout. Donc en fait, pour se protéger, pour ne pas tout perdre parce qu'ils avaient peur de la régulation qui pourrait être un peu extrême à un moment, voilà, ils sont allés s'installer ailleurs. Donc voilà, il y a pas que des gens, que des projets qui essayent de brouiller les pistes, tu vois, pour de mauvaises raisons. Il y a aussi, voilà, juste une protection de l'entrepreneur assez classique, en fait. Ouais, non, puis c'est la crise de croissance aussi qui fait ça, mais enfin le FTX en tout cas, ça donne vraiment, en tout cas, pour moi, les leçons que déjà c'est centralisé, les preuves, enfin, c'est pareil, je partage un peu ton point de vue, Raphaël, sur voilà, pourquoi Binance, qui était à peu près au même niveau, ne pourrait pas faire pareil. C'est vrai qu'on les audits dont on parle, c'est des réserves pas du passé, on sait pas ce qu'ils peuvent en faire, ça reste centralisé, ça reste c'est ça fondamentalement moi qui me pose problème avec ce genre de plateforme, c'est que elles sont centralisées quoi par nature. Donc après voilà. Non, c'est clair. Après, l'avantage au moins, c'est qu'elles n'ont jamais prétendu être, enfin, je veux dire, vraiment décentralisées. Ce sont, voilà, des Ouais. central exchange. Après, non, mais c'est pour ça, c'est aussi là où on a un rôle, c'est que nous, on fait de la pédagogie sur ce qui se passe, c'est-à-dire que les gens comprennent aussi, malheureusement, à l'occasion d'un événement comme FTX, comment fonctionnent les marchés crypto, c'est-à-dire que, il y a les cryptos, après il y a des exchanges centralisés, hein, des plateformes, l'équivalent d'une bourse pour les actions. Il y a d'autres exchanges qui sont pour le coup vraiment décentralisés. On peut détenir en propre ces crypto-monnaies. Hein. Je veux dire, on a une entreprise Ledger française qui est le leader mondial de la conservation des actifs numériques. Bon, bah voilà, ça nous permet de faire ce qu'on appelle la self-custody, c'est de détenir vous-même. Nous, avec Greg, on a nos ledgers. Ceci dit, en passant, c'est aussi un truc sur lequel on aime bien insister, on n'est pas du tout des gros investisseurs dans la crypto. Enfin, on a une déclaration d'intérêt, on a tout ça sur le site de The Big Whale, et on le dit, on a quelques milliers d'euros de Bitcoin et d'Ether, aucun problème à dire, j'ai 3000 euros. Enfin, peut-être un peu moins là, parce que ça n'arrête pas de baisser. Mais voilà, et c'est ce qui aussi nous permet de travailler sereinement, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire des articles. Vous inquiétez pas, Bitcoin va repartir à 30 000 dans 2 semaines, pas notre sujet. Ou de filer des projets quoi. Exactement. Ah oui, c'est un point, je trouve, qui est très important parce qu'en fait, on ne peut pas en détenir beaucoup parce que ça aurait une influence vraiment sur, je pense, sur nos productions. Malgré nous, tu vois, on est humains, donc c'est pour ça qu'il faut pas qu'on en ait beaucoup. Mais si on en avait zéro, on saurait pas de quoi on parle parce qu'il faut absolument utiliser au quotidien les cryptos, les protocoles pour mener des analyses fines. Donc le juste milieu qu'on a trouvé, c'est ça. On peut être critiqué par des journalistes plus traditionnels parce qu'on en a un peu, alors ils estiment qu'on devrait en avoir zéro. D'autres, des professionnels du Web3, trouvent qu'on n'est pas assez impliqué financièrement, donc du coup on ne peut pas revendiquer le statut d'expert. Donc, en fait, on peut pas plaire à tout le monde, mais je trouve que la solution qu'on a adoptée est une solution, je trouve, honnête et professionnelle. Non, c'est intéressant de savoir ça. Et justement, puis je parlais de DeFi, etc. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui la crypto et les finances perso? On parlait des échanges centralisés, décentralisés. Le plus sûr, c'est la DeFi, mais il faut quand même, pour commencer, faut passer par un on-ramp, une plateforme centralisée. Est-ce que pour vous, on peut, de façon sûre, évoluer dans la DeFi aujourd'hui? Parce que c'est quand même, le problème de la DeFi, c'est que c'est très sûr, mais c'est très peu user-friendly, quoi. L'interface est un peu compliquée. Ça attire la méfiance. Comment vous voyez les choses? Moi, je conseillerais pas à quelqu'un qui découvre la crypto de se plonger dans la DeFi tout de suite. Hein. C'est parce que, par exemple, le protocole le plus connu dans la DeFi, c'est Aave, un protocole qui permet de faire des prêts en crypto, donc où on en dépose pour gagner des intérêts,
où on en emprunte en payant des intérêts. Je trouve que c'est assez révolutionnaire, mais il faut quand même voilà une prise en main de l'outil, faut son wallet qu'on connecte quand on arrive sur le site. On peut faire rapidement des bêtises. Donc moi, mais il y a quand même des rendements intéressants à faire sur ce genre de produit. Moi, ce que je conseille pour quelqu'un qui commencerait, c'est passer par des applications, ce qu'on appelle de CDFI. En gros, des applications centralisées qui vont utiliser des outils DeFi et donc qui vont mettre une interface utilisateur ultra simple devant. Donc ça, c'est une bonne option. Mais après, bon, je pense qu'il faut pas être trop gourmand non plus. Quelqu'un qui commence, ça peut paraître simple, hein, mais bon voilà, Bitcoin, Ethereum, on commence à utiliser, voilà, on s'achète un NFT, on va éventuellement tester le staking, ce genre de choses. Faut y aller pas à pas. La DeFi, c'est un peu le boss final, quoi. Faut pas se leurrer, même si on peut pas préjuger de l'avenir, la DeFi ne va pas tout remplacer. C'est-à-dire que tout le monde demain n'utilisera pas la DeFi. Il y a encore des gens qui utiliseront, j'allais dire, la finance traditionnelle. C'est comme par rapport à la circulation. Enfin voilà, nous on est basé à Paris. Ce matin, j'étais en vélo. Bah moi, j'aime bien me balader en vélo. Il y a d'autres personnes qui aiment bien prendre un taxi, qui veulent pas conduire. Donc, voilà, ils aiment bien être. Donc on a des usages différents. Après, ce qui est sûr, c'est que la DeFi offre vraiment des solutions, des services alternatifs qui ne vont faire que se développer. Aussi parce que même les banques, et on le voit en France, hein, Société Générale avec Forge, travaillent sur ces questions. Il y a de plus en plus d'acteurs traditionnels qui ont compris à quel point ces outils allaient bouleverser leur modèle. Donc ce sera plutôt une forme de cohabitation, interpénétration, et tant mieux. C'est-à-dire que si la DeFi peut apporter des choses à la finance traditionnelle, c'est une excellente nouvelle. Et le point fort, c'est surtout la transparence. On voit absolument tout ce qui se passe, par exemple dans AV, hein, mais il y a d'autres, hein, Compound et compagnie, les pools de liquidité, on voit tout. Il ne peut pas y avoir de surprise. Alors que dans la finance centralisée, des fois, on découvre qu'une banque, elle n'a pas été très sérieuse dans sa gestion. Ou alors, pour reprendre le cas de FTX, dans la DeFi, voilà, on voit tout. Ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a une barrière à l'entrée en termes d'expérience utilisateur, mais à partir du moment où on a étudié le truc, absolument tout le monde peut l'utiliser. Une banque traditionnelle peut refuser un client si elle en a envie. Donc il y a des choses intéressantes là-dessus. Mais attention, enfin je veux dire, gare au solutionnisme technologique. La DeFi a procuré énormément de rendements ces derniers mois, ces dernières années. Là actuellement, les rendements sont vraiment à tonnes. Les obligations d'État américaines rapportent beaucoup plus d'argent que la DeFi là aujourd'hui. Donc il y a des conditions de marché voilà, qui changent et tout. Donc c'est pas forcément le Graal ultime dans toutes les conditions. D'ailleurs, c'est un petit peu comment dire, ironique ou du moins enfin intéressant, et que au moment où les cours sont tout bas, en fait, on n'a pas non plus de rendement en fait de yield sur de la gestion passive sur la DeFi. Donc finalement, je me rappelle à un moment donné, il y avait pas mal de discussions entre placer de la liquidité quelque part ou courir le risque d'un permanent loss, tu vois, ou se mettre sur un actif qui peut gonfler. Ben là, en fait, c'est que ça soit l'une ou l'autre des stratégies, tu gagnes rien, quoi. Est-ce qui est un peu... Mais peut-être que l'avenir, c'est l'hybridation. Tu vois, cette semaine dans The Big Whale, on a sorti une grosse enquête sur MakerDAO. Donc c'est le protocole qui émet le stablecoin décentralisé DAI. Et en fait, pour procurer des rendements à sa communauté, ils investissent maintenant une grosse partie de la réserve dans des actifs traditionnels, dont des obligations d'État américaines. Donc là, tu vois, c'est la réunion de la DeFi la plus complexe avec la finance la plus institutionnelle. Donc c'est une expérience intéressante. En tout cas, la communauté MakerDAO est assez tiraillée en ce moment, mais voilà, je trouve ça passionnant à suivre, moi. C'est clair, surtout que MakerDAO, c'est vraiment le premier, on va dire, protocole DeFi quasiment. Ouais, c'est clair, ouais, c'est l'un des premiers et c'est la première vraie DAO, je trouve aussi. Ouais. Aussi parce que justement le projet a marché. Enfin, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on a énormément parlé des DAO. En fait, il n'y a pas d'échec ou de succès d'une DAO. C'est le projet, en fait, son succès ou son échec qui détermine celui de la DAO. Parce que c'est vrai que s'il n'y a pas le sous-jacent, c'est exactement nous notre ambition avec The Big Well, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un média qui marche pour qu'on le décentralise. Quand on s'est lancé, certains nous ont dit mais pourquoi vous faites pas directement une DAO? Pour qu'il y ait une DAO, il faut qu'il y ait quelque chose à décentraliser.
Donc à un moment donné, il faut qu'il y ait un centre. Pour décentraliser, il faut qu'à un moment il y ait quelque chose, il y a un cœur. Et en l'occurrence, c'est ce qu'on est en train de créer. C'est ce que MakerDAO a réussi à faire avec le DAI et l'écosystème voilà qu'il y a autour. Et maintenant, l'enjeu pour eux, c'est de garder la cohérence. Et effectivement, comme l'a très bien expliqué Greg, il y a un moment donné, voilà, il y a des chemins qui peuvent diverger et est-ce qu'ils vont aller vers la finance traditionnelle, est-ce qu'ils vont rester fidèles au projet initial, c'est un super débat, mais voilà, c'est partie nous des choses que l'on suit et que l'on couvre pour nos abonnés. Et le sujet de la décentralisation, il est vraiment hyper intéressant parce qu'on utilise toujours l'exemple de Bitcoin qui est pour moi le seul protocole qui a été décentralisé dès ses débuts. Alors qu'en fait, tous les autres protocoles sont passés par une phase de centralisation avant de lâcher les rênes. Et nous, pour Zubigwell, on le voit comme ça aujourd'hui. Le centre qu'on représente aujourd'hui perdra son influence totale en fait sur le projet. On sera un maillon parmi d'autres. C'est la façon dont on l'imagine. Ouais. Et justement sur la DAO et puis on vient un petit peu à cette question de la gestion d'une communauté. Justement, vous avez lancé le NFT. Vous êtes en train de plancher sur justement mettre en place une DAO. Vous avez un petit peu justement le retour d'expérience de ce lancement des NFT, de ce que vous ambitionnez de faire et pourquoi. Alors peut-être au-delà juste de lancement d'un média, mais il y a beaucoup de gens aussi qui sont intéressés, je pense, et moi le premier d'ailleurs, sur la gestion d'une communauté et l'intérêt peut-être du Web3 par rapport à avoir un groupe privé Facebook, tu vois, par exemple. Comment vous voyez les choses et quel est votre retour d'expérience sur les NFT? Il faut juste revenir à notre ambition initiale, c'est-à-dire que nous, notre conviction, c'est que voilà, on vient de la presse traditionnelle et la presse a un peu perdu ce fil avec les abonnés. C'est-à-dire que ça fait 20 ans qu'il y a Internet, il y a des outils extraordinaires. On peut tous échanger les uns avec les autres et les médias continuent à produire des contenus, mais la dimension communautaire, j'allais dire, les médias n'ont pas réussi à vraiment l'endosser. Et là, ce qui est génial, pour ça, on met de côté les sujets concrets, c'est-à-dire tout ce qui est Web3, mais vraiment sur pourquoi on veut créer un média Web3 au sens plein du terme. Et là, on se dit, c'est incroyable. Il y avait Internet, et là, il y a la nouvelle couche, le Web3, qui permet d'aller encore plus loin grâce à des outils qui font que on arrive à créer un lien unique et à recréer de la valeur dans l'industrie des médias avec justement nos abonnés. Donc dès le départ, on s'est dit il faut absolument se servir de ces outils, des NFT, des crypto-monnaies. On accepte les paiements en crypto depuis le départ. Donc vraiment au jour 1, on a des abonnés qui ont payé en Bitcoin, en Ether, en Dogecoin, en plein de choses, même si on est plutôt suivi par des abonnés qui ont des bons portefeuilles. Donc voilà, on a reçu des cryptos assez solides. Et on s'est dit, le NFT, ça peut vraiment être un peu le cœur de notre relation avec l'abonné, qui fait que demain, dans un média Web3, ce sera son pass pour accéder aux événements, pour consulter nos infos, pour recevoir en exclusivité des informations qu'on poussera via le NFT. Et puis surtout, on se projette, c'est-à-dire que là, ça fait 20 ans qu'on est dans le système du login password, en fait, cet Internet centralisé. Demain, ce qui se profile, c'est un Internet davantage décentralisé où Greg et d'autres disposeront de leurs données et utiliseront un wallet avec un NFT. Et en fait, c'est vraiment tout ça qu'il faut avoir en tête. Et là-dessus, nous, on travaille beaucoup. On a recruté un super product manager qui bosse là-dessus. On va déployer la vision 2023 et vraiment le but, c'est de créer un média qui traite du Web3, mais surtout qui est Web3. Quand tu parles de NFT et qui va te donner droit à... En fait, le NFT, c'est la clé finalement. Et quand tu dis que tu pourrais donner des infos privilégiées aux détenteurs de ce NFT, l'information, elle sera reçue par email quand même, ou sur le wallet, ou comment ça se ferait? En fait, on peut tracer, tu vois, les adresses qui ont actuellement un NFT The Big Whale, tu vois, tu peux tout remonter dans la blockchain. Et en fait, sur ces wallets-là, qui ont actuellement un NFT, tu peux envoyer des infos. Ça, c'est possible. C'est possible. Sur le wallet, donc qui est visible sur OpenSea ou un autre chose ou... Demain sur ton ledger ou voilà, Ouais, n'importe quel wallet. En fait, on pourrait t'envoyer, si t'as un NFT The Big Whale, on pourrait t'envoyer après un autre NFT qui contiendrait de l'information, par exemple. D'accord. Ok. Et en tout cas, moi, ce que j'aime bien avec les NFT fondateurs, donc les NFT à vie, c'est que en fait, si un jour tu veux le vendre,
bah tu peux le vendre sur OpenSea et c'est la personne qui va l'acheter qui va récupérer l'abonnement à vie. Tous les droits. Donc ouais, tous les droits, donc accès aux événements, la réception de la newsletter et tout. Ça, je trouve ça assez chouette. Et tu sais, beaucoup de projets ou même de médias ont lancé des collections NFT pour lever des fonds, tout simplement. Mais ça s'apparentait plutôt à du crowdfunding, je trouve. Et tandis que là, tous les détenteurs d'un NFT The Big Well ont accès à plein d'avantages et peuvent le revendre en fait s'ils en ont marre à un moment. Ça, c'est cool. C'est comme on l'a dit au départ, les 300 NFT fondateurs, ce sont des gens qu'on va impliquer de plus en plus dans le projet, qui vont avoir un rôle. Alors, il faudra voir, c'est sûr, développement de l'entreprise, des choix stratégiques, l'éditorial. Enfin, il y a plein de choses à imaginer. Et puis, il y a les événements, les dîners qu'on fait. Enfin voilà, il y a plein de choses, mais parce que ça a du sens d'avoir un noyau dur. Voilà. Et effectivement, ça passe par NFT, mais on est au tout début d'une vague gigantesque au sujet des NFT, de la conservation des données, de la transmissibilité. Comme le dit Greg, aujourd'hui, tu es abonné à n'importe quoi, bah tu vas juste résilier ton abonnement. Enfin, tu peux pas là avec le NFT, mais ça sera pareil après pour d'autres types d'abonnements. Bah tu peux le transmettre, les droits sont associés et c'est absolument génial d'avoir un système qui est beaucoup plus fluide et surtout qui permet en permanence d'ajouter des services, mais c'est nous qui les contrôlons, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de passer par 15 prestats. Donc il y a ça. Et dans un premier temps, on va évidemment être toujours média web 2 dans le sens où on aura encore les newsletters, choses comme ça. Mais on va de plus en plus, notamment en 2023, expérimenter et développer des services avec justement les détenteurs de NFT pour avancer sur le chemin du média web 3. Et on a aussi, on va conserver l'œil du débutant à chaque fois. On expérimente beaucoup en fait là-dessus. Peut-être qu'on prendra des mauvaises directions à certains moments, mais surtout on va pas s'arrêter de tester. C'est un super point et effectivement là-dessus on s'en rend compte depuis 8 mois. Bon déjà il y a une super équipe, ça faut quand même mine de rien. Enfin moi j'aime beaucoup le rappeler, c'est une super équipe. Il s'avère que là il y a quelques jours on avait défini nos valeurs, mais on est revenu dessus pour voir ce qu'elles valaient après 8 mois. Et parmi ces valeurs il y a le fait d'expérimenter quoi. On expérimente, on teste en permanence et c'est là où on est une vraie start-up. Et on est des vrais entrepreneurs, c'est-à-dire que on n'a pas envie d'attendre de voir le train qui passe. Et si on tente des choses toutes les semaines, parce qu'on a une super équipe et parce qu'on met l'utilisateur, l'abonné, la communauté au centre. Et en fait, on a envie d'offrir les meilleurs services, meilleures infos, meilleurs services. Donc forcément, c'est hyper motivant. C'est-à-dire que ça nous pousse à développer plein de choses. Et sur la communication, Discord, vous trouvez ça bien ou est-ce qu'il y a d'autres trucs qui se profilent à l'horizon qui sont peut-être plus faciles à digérer? Le Discord, moi je vois pas ça comme de la communication, hein. C'est la gestion de notre communauté, c'est l'endroit où toutes les whales se retrouvent, c'est notre endroit à nous. Ouais, c'est là où on partage des infos, des bons plans. C'est vachement intéressant de voir. Enfin, je sais pas si t'es dedans en l'occurrence dans le. Ouais, j'y suis. Non, mais c'est juste l'outil Discord avec lequel j'ai peut-être un peu de mal parce que j'ai pas vraiment l'habitude. D'accord. Mais t'es pas le seul. Hein. Enfin, je veux dire. Non, mais là-dessus, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est normal. On a chacun nos affinités. Nous avec Greg, on était très Twitter. Maintenant, on utilise beaucoup plus aussi LinkedIn et Discord. Mais ce sont en fait, il y a quand même rien de mieux que pouvoir échanger avec les gens. Alors évidemment, on souhaite tous les voir en physique. Bon là, on a la chance, au moins on a la caméra, on se voit. C'est sûr qu'on préférerait voir tout le monde directement, mais c'est génial de voir le réseau et la granularité qu'on peut avoir avec autant de gens intéressants et spécialistes. Et d'ailleurs, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, mais on refera un autre podcast que c'est génial. C'est aussi tout ce qu'on est en train de faire va au-delà de la dimension journalistique dans le sens où évidemment, avec Greg, on va continuer de diriger la rédac, on va embaucher des journalistes, mais on a aussi envie de s'appuyer sur cette intelligence collective, tous les gens qui font partie de la communauté The Big Well pour offrir aussi des contributions. On est pas mal sollicité pour faire des tribunes, des analyses. Donc c'est aussi ça, en fait, qu'on est en train de set up, parce que nous, on peut faire plein de choses, mais on est aussi bluffé par l'intelligence collective qui ressort des discussions et des contributions des uns et des autres. Parce qu'on est aussi assez persuadé qu'Internet a profondément changé le métier de journalistes. Avant, les journalistes étaient un peu les seuls à avoir la parole parce qu'ils avaient leurs journaux, la télé. Et en fait,
le Kidam ne pouvait pas s'exprimer, et Internet en fait a permis à tout le monde en fait de devenir un peu journaliste. Bien sûr, voilà, il y a un niveau plus ou moins professionnel, mais ce que je veux dire, c'est que on peut révéler des experts qui sont tout aussi pertinents que des journalistes, voire plus, et au sein de la communauté The Big Well, on va en faire émerger beaucoup, quoi. C'est une vraie volonté de notre part. Bon on arrive un peu sur la fin de cette émission, mais ouais déjà, mais il y a plein on a hâte de voir ce qui arrive effectivement, et moi je vous informerai, puisque du coup depuis l'intérieur je vais pouvoir constater tout ce qui se arrive à l'horizon. Ouais, c'est super important, hein. Non, mais sérieusement, c'est super important, hein, le retour de la communauté, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Top. Où est-ce que les gens peuvent prendre contact avec vous en priorité? C'est quoi le principal canal du coup? Twitter, LinkedIn, le Discord de The Big Well pour les abonnés. Sur notre site, on a un outil, qui permet directement de nous écrire par mail. Enfin, franchement, on est super dispo. Faut pas hésiter à nous écrire, à s'abonner. Et puis voilà, même à passer nous voir. On a pas mal de boulot, mais dès qu'on peut, on est dispo. Et on l'a peut-être pas précisé, mais on a une édition gratuite aussi pour The Big Well. Donc ceux qui veulent tester, voilà, sans faire sans payer au début, s'ils veulent juste nous découvrir, voir quelle est notre philosophie, voilà, il y a une édition gratuite. C'est top. Merci beaucoup encore pour votre temps, c'est vraiment super. Et merci à toi. Merci à toi, c'était top. À très bientôt. Salut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Faites-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao!